Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner, si c'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute! Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Pour moi, la misandrie, c'est de ressentir des sentiments négatifs. De mon point de vue, donc qui est le point de vue d'un homme blanc cis hétéro en France, c'est le rejet ou le dénigrement de ce qu'est l'homme en tant que construction sociale dans notre société actuellement. Le fait d'éprouver du dégoût et du mépris envers les hommes. Qui peut aussi être un rejet des hommes. Principalement les hommes cis. C'est une sorte de misogynie inversée qui fait que les femmes peuvent juger un homme uniquement parce qu'il est un homme. Mais l'erreur, ce serait d'en faire le reflet, ou du moins l'exact opposé de la misogynie. Pour moi, la misandrie, c'est un mouvement qui a été créé en réponse au mouvement misogyne. Et c'est en réaction à la violence d'une société patriarcale pensée et construite par des hommes, pour des hommes. C'est un outil politique qui s'utilise en réponse à la misogynie. C'est une colère envers le système et les comportements patriarcaux des hommes qui est réutilisé en un message politique. Parce que, à l'inverse de la misogynie, on peut pas dire que la misandrie soit un outil d'oppression. Au contraire, elle plus souvent, je pense, enfin, de ce que j'en vois, c'est plutôt pris ou c'est conçu comme un outil de lutte politique et souvent même un outil de protection, en fait. Et c'est là la différence avec la misogynie, qui a rien de politique et qui est juste une pure haine systémique envers les femmes. Je vois pas la misandrie comme un truc très sérieux, parce que je considère qu'il n'y a pas des conséquences de fond. Pour moi, sans misogynie, la misandrie n'existerait pas. Je crois que, de mes engagements militants, mon féminisme est celui qui cristallise le plus de tensions. L'idée que je puisse calmement de moi-même me déclarer misandre énerve les personnes autour de moi. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que d'expliquer la misandrie aux personnes qui m'entourent par un épisode de podcast qui sera peut-être utile à d'autres. Petit avertissement avant de continuer, dans cet épisode on va parler de violence, qu'elle soit physique, psychique, sexuelle ou mentale. Du coup, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces sujets, je vous conseille de passer l'épisode et de prendre soin de vous. Aussi, avant que j'oublie, dans cet épisode, pour plus de simplicité, je vais employer le terme de femme pour définir les femmes, qu'elles soient cisgenres ou transgenres, mais également les autres minorités de genre. La misandrie, étymologiquement, ça vient des termes grecs misos, haine, et aner, homme. D'après le petit Robert, elle désigne du mépris, voire de la haine, pour le sexe masculin. Avec cette simple définition, il est tentant de voir la misandrie et la misogynie, la haine des femmes donc, comme deux faces d'une même pièce. Pourtant, la misandrie, c'est un concept bien plus complexe qui ne peut pas être défini en une seule phrase. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y consacre un épisode. En fait, la violence supposée, peut-être symbolique, entraînée par la misandrie, elle n'a rien à voir avec les violences comptabilisées et qui peuvent entraîner la mort engendrée par la misogynie. Parce que oui, la misogynie, elle tue, notamment lors d'attentats masculinistes ou lors de féminicides. Un féminicide, c'est un meurtre ou un suicide forcé d'une femme en raison de son genre. En France, les féminicides se comptent par centaines. Au moins 136 en 2024, selon nous toutes, chiffre par ailleurs non exhaustif, puisque les suicides forcés sont compliqués à comptabiliser. Sur ce sujet, je vous conseille Nos absentes, à l'origine des féminicides, excellent livre de Lorraine Dakar, journaliste indépendante spécialiste des féminicides. En fait,
Nous, en tant que femmes, on se construit dans un environnement qui nous est hostile. On évolue dans une société clairement patriarcale, pas construite pour nous, où le rapport de domination des hommes sur les femmes, il ne fait que renforcer les violences de genre. En effet, les violences patriarcales, elles sont systémiques et elles s'entremêlent à d'autres types de violences, par exemple les violences économiques. Pour résumer, les violences sexistes et sexuelles, abrégées VSS, elles sont partout. J'utilise le terme de systémique, et je suis pas la seule, pour appuyer le fait que ces violences, ce sont pas des actes isolés. Ces violences, elles ne sont pas le fait d'un seul individu. Elles sont le résultat d'une société profondément misogyne et d'une socialisation patriarcale. C'est le bon moment, je pense, pour rappeler quelques chiffres pour que vous ayez une idée de la situation nationale. La France, c'est une agression sexuelle toutes les 2 minutes et une tentative de viol toutes les 6 minutes. C'est 94 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. C'est 213 000 femmes victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. En France, pour plus de 16% des femmes, l'entrée dans la sexualité se fait par un viol. 37% des femmes déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles ou de viols au cours de leur vie. Amnesty rappelle d'ailleurs qu'en France, en 2022, 99% des auteurs condamnés pour des affaires de violences sexuelles sont des hommes, 85% des victimes sont des femmes, et 80% des plaintes sont classées sans suite. Dans plus de 90% des cas, les femmes connaissent leurs agresseurs. En 2020, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol sont condamnés. La liste est encore longue, mais je vais m'arrêter là. En fait, autour de nous, des hommes misogynes évoluent et le système ne les punit pas. Au contraire, il semble les encourager. Comme l'explique l'historienne Valérie Rey-Robert, importuner les femmes, c'est un sport national inculqué très tôt aux enfants. Pensez aux cours de récréation et aux garçons qui embêtent, soi-disant, les filles. Selon le rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France, publié en 2024 par le Haut Conseil à l'égalité, 52% des hommes de 25 à 34 ans considèrent que l'on s'acharne sur eux. Cette même tranche d'âge estime à 32% que les hommes sont en train de perdre leur pouvoir. 37% pensent que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société. Enfin, 59% jugent qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste, et 25% estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. En d'autres termes, malgré des chiffres glaçants sur les nombreuses violences faites aux femmes, la misogynie systémique perdure et les hommes ne voient pas le problème. Les clichés sexistes se diffusent, les réflexes masculinistes s'ancrent, surtout chez les plus jeunes, et les femmes continuent de souffrir, parfois jusqu'à en mourir. Je pense que la misandrie, elle se manifeste dans une certaine réaction par rapport au genre masculin, des attentes, mais pas des attentes positives. Genre, on s'attend à être déçu, on s'attend à être attaqué, on s'attend à être... voilà. Mais en gros, ça permet de arrêter, en fait, de légitimer le comportement des hommes. Du coup, moi, dans ma vie quotidienne, je me méfie vraiment énormément des hommes. Je vais tendre à être moins sympa avec eux, je pense, moins bienveillante que je le serais avec une femme. Je leur accorde ni mon temps, ni ma confiance. À part, genre, des réflexions personnelles ou quoi, ou à la limite des rapports de méfiance qu'il y a au début. En vrai, ça change pas grand-chose à mon... Je sais pas, en fait. C'est vraiment... Je fais que des blagues, en fait, avec la misandrie. Je sais pas, il y a juste des moments où on est contre femmes et on parle de plein de sujets. Forcément, il y a des sujets féministes qui pop. Et on parle des hommes et à quel point on est en colère et à quel point on n'en peut plus. Je suis très stricte sur les comportements des hommes de mon entourage. Du coup, j'hésite pas vraiment à les remettre à leur place s'il y a une chose qui me dérange. Peut-être que ça change ma vie dans les fréquentations, voilà. Dans les fréquentations, ça change, dans les groupes d'amis, dans la méfiance aussi, peut-être que j'ai. Mais je pense quand même que quand on est misandre et qu'on est racisé, il faut quand même voir quelles alliances on peut faire avec les hommes racisés. Et du coup, il y a des moments, ça m'arrive de me prendre davantage de remarques sexistes, en mode que je suis hystérique, blablabla. Mais bon, du coup, ça me conforte encore plus dans mon idée que c'est eux un problème, en fait. Genre, ils me prouvent pas le contraire, quoi. Ça me renforce encore plus dans mon idée. Naturellement, j'ai évincé les hommes, en fait. Mais peut-être que c'est dû à la misandrie, en fait, qu'au fur et à mesure... En fait, je pense que c'est carrément dû à la misandrie. J'ai l'impression de plus en plus de comprendre le monde et du coup de voir des comportements répétés, mais en même temps des comportements qu'on a appris à des petits garçons, des comportements qu'on continue d'apprendre à des hommes. Et pour moi, je pense que ça m'aide à voir plus clair.
Du coup, on me dit que je suis beaucoup trop radicale. Mais pour moi, c'est un fait. On peut toujours relier un problème à un homme. Les violences misogynes, elles s'inscrivent sur le temps long. Ce que je veux dire par là, c'est que la misogynie, comme le patriarcat, ne sont pas nés au XXIe siècle. Faisons donc un petit retour en arrière. Lors de la deuxième vague féministe, qui commence dans les années 60, les mouvements féministes réclament l'égalité sociale et luttent pour obtenir le droit des femmes à disposer de leur corps. En 2025, ces revendications, elles nous paraissent plutôt banales. Pourtant, c'est à ce moment-là que les mouvements masculinistes se réapproprient le terme de misandre, apparu au XIXe siècle, et l'utilisent comme une insulte. Ces mouvements, évidemment majoritairement composés d'hommes, se perçoivent comme victimes d'un projet qui, à terme, établirait une société où les femmes domineraient les hommes. Bref, le but de ces mouvements, c'est de discréditer et de renforcer l'hostilité envers les mouvements féministes. Ainsi, dans les années 60, misandre devient une insulte largement employée par les sphères masculinistes pour discréditer les combats féministes et rendre leurs idées inaudibles. Cette rhétorique, elle est malheureusement toujours d'actualité. L'utilisation massive du concept de misandre comme injure dans les discours politico-médiatiques dominants en est la preuve. Les féministes d'aujourd'hui sont régulièrement traitées de misandres ou de femmes, entre guillemets, anti-hommes. Lorsque leurs idées sont jugées trop progressistes, c'est-à-dire lorsqu'elles questionnent le rapport de domination genrée, ces femmes, elles sont qualifiées de dangereuses. La rentrée littéraire de 2020 en est le parfait exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, 2 livres font scandale. Le génie lesbien, d'Alice Coffin, que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de lire, et Moi les hommes je les déteste, de Pauline Armange. La polémique autour de l'ouvrage d'Alice Coffin vient d'une phrase qui dit, je cite, « Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique, j'essaie du moins. » Fin de citation. En gros, Alice Coffin essaie dans sa vie personnelle de s'émanciper de la domination culturelle des hommes en consommant majoritairement des œuvres produites par des minorités de genre. Je dis majoritairement parce que dans notre société patriarcale, je crois qu'il est impossible de stopper entièrement notre consommation d'œuvres culturelles produites par des hommes. Je le sais parce que c'est également une pratique que j'essaie de mettre en place au quotidien. Exemple, je veux que les livres que j'achète neufs soient écrits par au moins une femme. C'est une pratique personnelle qui me permet de soutenir le travail des femmes, travail souvent minimisé, volé ou oublié. Encore une fois, je me répète, c'est une pratique qui est complètement personnelle. Comme Alice Coffin ou d'autres, je ne fais de mal à personne et je n'oblige personne à faire pareil. J'ai juste décidé de choisir de manière plus critique les autoristes des œuvres culturelles que je consomme et surtout que j'achète. Parce que, d'une certaine manière, je pense que dans notre société capitaliste, consommer, acheter, c'est soutenir. Pendant des années, j'ai, comme beaucoup de femmes je pense, consommé des œuvres masculines. À l'école, dans les musées ou au cinéma, les points de vue masculins sont la norme. J'ajouterai que, dans la société française, ce sont majoritairement des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels qui sont mis en avant. Et aujourd'hui, j'en ai marre. Marre de ne pas être représentée et marre de soutenir symboliquement et économiquement un groupe d'individus qui m'oppriment. Concernant le livre de Pauline Armange, le titre seul a suffi à faire scandale, engendrant des réactions parfois très violentes. C'est assez inquiétant toute cette agressivité face à une simple phrase provocatrice, alors que les violences de genre quotidiennes, bien réelles, sont plutôt ignorées. Cet acharnement sur le titre passe sous silence le contenu de cet essai qui, au fond, ne fait que défendre l'idée que le rejet des hommes est un mécanisme de défense légitime contre la misogynie systémique. Finalement, la parution et surtout les réactions engendrées par ces 2 ouvrages ont propulsé le terme misandrie sur le devant de la scène. Majoritairement utilisé pour dénigrer la pensée des 2 autrices, le terme de misandre a été vidé de tout son sens militant. Pourtant, lorsque Alice Coffin et Pauline Armange emploient le terme de misandre, c'est pour revendiquer une part de misandrie dans leur féminisme. Et c'est ça qui est intéressant. Ça sert à montrer qu'on est en colère. C'est une autre façon de nous, femmes, de s'affirmer, de se réunir et de s'unir face aux violences qu'on subit et face aux personnes qui nous font subir. Ça crée aussi genre une forme d'adelphité, de sororité, qui est super importante, je pense. Pour qu'on soit plus entendu, que enfin vraiment, peut-être aussi qu'on évalue en fait notre colère, qu'on se dit la colère elle est réelle en fait, à tel point qu'en fait on a la haine contre vous, voilà.
Après, je pense que ça a quand même une vraie utilité politique, mais je dirais plus à l'intérieur même des mouvements féministes. C'est le meilleur moyen de répondre aux multiples attaques sexistes de cette société patriarcale. En fait, en vrai, la misandrie, je respecte vachement et je pratique énormément, mais je prends pas ça tant au sérieux que ça, parce que je suis en mode, mais il y a aucune conséquence en fait. Moi-même, je pense que je suis misandre dans un sens parce que j'ai déjà eu mes propres expériences avec les VSS depuis que je suis gamin et je connais pas une meuf autour de moi qui en a pas été victime aussi à un moment au moins de sa vie. Alors, je sais pas, comment tu veux ne pas avoir la haine? Donc oui, je comprends très très bien la misandrie. Et... Les raisons derrière la misandrie, oui, je les comprends tout à fait. Donc oui, bien sûr, je la comprends de ouf. Je pense que c'est un outil de lutte qui est méga légitime, d'autant plus qu'il se développe en réaction à la domination. Et aussi, en vrai de vrai, ça peut-être que des fois, ça peut permettre à des hommes de se rendre compte que ce qu'ils disent, c'est vraiment bête. Et même, je dirais que c'est un truc qui est parfois nécessaire, ne serait-ce parce qu'il a un potentiel pédagogique énorme. Combien de fois j'ai compris des comportements que j'avais, des trucs que j'avais intériorisés, des choses parce qu'on m'a vanné ou parce qu'on me l'a reproché, parfois avec une certaine violence, si tant est qu'on puisse parler de violence. Enfin, je considère que la radicalité au sein des luttes, c'est un élément essentiel. Parce que tous les mouvements sociaux, tous les droits qui ont été accordés à des gens, c'est pas parce que ils se sont plaints calmement en disant s'il vous plaît, c'est parce qu'il y a eu des mouvements radicaux, il y a eu des choses horribles qui ont été faites, et même si je suis pas forcément pour ces choses horribles, sans ces choses, il y aurait pas eu de changement. Je pense qu'il faut faire attention à la justification qu'on donne à la misandrie et à l'utilité qu'on va en faire, genre au sein des luttes féministes. Effectivement, un homme, c'est un homme, mais il n'y a pas que ça qui entre en compte dans son identité. Moi, je suis noir. Il y a quand même un privilège de l'homme blanc qui existe. J'imagine qu'il y a un privilège masculin qui existe. Et que, ouais, c'est ça, en fait, si tu tombes dans un discours essentialiste, tu peux vite tomber dans les mêmes rhétoriques que des discours, en fait, qui vont être transphobes, racistes ou quoi. En fait, le risque, c'est que la misandrie, elle efface les autres conditions sociales qui qui influent les personnes. Du coup, je suis une femme noire, et je dirais que la misandrie, c'est la parfaite application du féminisme blanc, mais je pense que la radicalité permet d'avoir accès à d'autres spectres, d'autres cercles plutôt, de radicalité, parce que du coup cette radicalité permet de s'approcher d'autres féministes que le féminisme blanc, qui est le premier auquel on a accès, en tout cas en Occident. C'est utile, mais j'ai pas envie d'imposer ça aux gens. Mais j'ai pas envie de dire à toutes les femmes soyez misandres, bien évidemment que non, tu vois, c'est des choix personnels. Et donc c'est pour ça que je comprends bien que la misandrie doit exister, mais je ne peux pas aller jusqu'à devenir misandre. En fait, il y a besoin de faire tomber ce rideau, de libérer la parole et de déconstruire notre putain de société. Mais comment ça se passe? Je sais pas vraiment. Après, il faut toujours se battre pour ses droits, de mon point de vue. Il faut être sur tous les points radical. En France, la misandrie en tant que concept militant, elle apparaît en marge du mouvement féministe des années 70. Définie comme une réponse non violente au sexisme et à la misogynie, elle possède une véritable valeur stratégique. C'est en tout cas ce qu'explique l'historienne Colette Pipon dans son livre « Et on tuera tous les affreux, le féminisme au risque de la misandrie, 1970-1980 ». En effet, Colette Pipon, elle note que ce sont souvent les individus les plus radicaux qui permettent aux autres d'avoir l'air raisonnable et d'obtenir ainsi des changements. Enfin, l'historienne, elle rappelle que la haine des hommes est fondamentalement différente de la haine des femmes. La misogynie, elle est violente, elle vise l'oppression, la soumission et même la destruction des femmes en tant que groupe. La misandrie, en revanche, elle répond à cette haine par des actions majoritairement non violentes. En d'autres termes, la misandrie, c'est une réaction défensive, une riposte face à des violences systémiques ancrées dans l'histoire de l'humanité. À cette analyse, j'ajouterai que la haine comme moteur de mobilisation, elle est souvent occultée par les mouvements féministes et les mouvements progressistes en général. On a plutôt tendance à mobiliser d'autres émotions comme la peur. La haine, elle renvoie plutôt à des politiques agressives, passées mais souvent actuelles, qu'on préfère ne pas voir. Je pense aux violentes politiques de haine envers les personnes juives, les personnes nomades, mais aussi les personnes queer, les personnes handicapées, etc. Ainsi, la haine ne serait qu'un sentiment destructeur dirigé par des groupes oppresseurs vers des populations oppressées. De plus, la haine, tout comme la colère, n'est pas un sentiment supposé féminin. Tout ça, ça fait que la misandrie, donc la haine des hommes, est plutôt mal vue, même au sein du mouvement féministe. Les violences, on a compris. La haine aussi. Mais
Et la justice alors ? C'est vrai, selon le ministère de l'Intérieur, la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité. Donc dans les faits, ça se traduit comment ? Tout d'abord, le site du ministère de l'Intérieur indique que les policières suivent des formations avec pour objectif de concevoir, je cite, une mallette pédagogique pour former à l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ensuite, dans les commissariats de police, les victimes peuvent se faire connaître à l'aide d'une affiche appelée tableau d'accueil confidentialité. Comment ça marche ? Eh bien, je cite encore, si la victime se présente pour une infraction qualifiée en orange, elle peut alors désigner discrètement du doigt la pastille et bénéficiera d'une prise en charge particulière avec un policier formé à ce type de plainte. J'avoue, c'est un peu flou. Il existe d'autres dispositifs, comme le 3919, qui est la référence pour l'écoute et l'orientation des femmes victimes de violences. En cas d'urgence, il y a le 17 ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes. Et enfin, il y a la plateforme Ma Sécurité pour discuter en ligne avec un policier ou un gendarme. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur sur les, je cite, morts violentes au sein du couple, en 2023, 39% des victimes féminines avaient déjà été violentées. Dans 81% des cas, elles avaient signalé les faits aux forces de l'ordre, et dans 90% des cas, elles avaient même porté plainte. Pourtant, aujourd'hui, ces victimes, elles sont mortes. Ces chiffres, ils reflètent parfaitement ce que dénonce Amnesty. En France, les voix des victimes de VSS ne sont pas assez entendues, et les réponses politiques ne sont franchement pas à la hauteur des enjeux. Je rappelle qu'en France, seulement une minorité de victimes de VSS portent plainte, 6% en 2021. De plus, lorsqu'elles le font, les victimes font souvent face à des questions culpabilisantes, à une minimisation des faits ou à une inversion de la responsabilité de l'agression subie. Le sexisme se mêle ainsi au classisme, au racisme ou à d'autres discriminations. En d'autres termes, le parcours pour obtenir justice, il est semé d'embûches. C'est un processus long et pénible qui ajoute une violence supplémentaire aux victimes de VSS. Je voulais terminer cette partie en ouvrant le débat sur le féminicide et sa reconnaissance juridique. L'Organisation mondiale de la santé définit 4 types de féminicide. Le féminicide intime, commis par un conjoint ou ex-conjoint. Le féminicide au nom de l'honneur, commis par un membre de la famille pour protéger l'honneur familial. Le féminicide associé aux pratiques culturelles, liées par exemple à des mutilations génitales ou à des mariages forcés. Et enfin, le féminicide non intime, commis par une personne étrangère à la victime. En 2017, l'arrêt Talpi contre Italie a marqué une avancée majeure en matière de reconnaissance juridique. La Cour européenne des droits de l'homme y fait expressément référence au terme de féminicide, et ça pour la première fois. Cette reconnaissance, elle fait écho aux évolutions de la société. Malgré une définition cantonnée au féminicide dit intime, cet arrêt il a un impact symbolique conséquent. En France, le terme de féminicide il est officiellement entré dans le dictionnaire en 2015. Cependant, il n'a toujours pas de statut juridique spécifique et les violences faites aux femmes en raison de leur sexe ou de leur genre ne sont des circonstances aggravantes que depuis 2017. Celles qui sont contre la reconnaissance du crime de féminicide utilisent le principe de la neutralité du droit comme argument. Selon elles, la justice doit rester aveugle au genre des victimes. La difficulté serait aussi de démontrer qu'un meurtre a été motivé spécifiquement par le genre de la victime. Enfin, certaines se demandent si une reconnaissance juridique du féminicide ne risquerait pas de stigmatiser les femmes en tant que groupe vulnérable. En revanche, celles qui sont pour la reconnaissance du crime de féminicide insistent sur sa dimension symbolique. Définir les féminicides comme un crime spécifique permettrait de lutter plus efficacement contre les causes systémiques des violences de genre. De plus, cela pourrait également améliorer les politiques de prévention, le suivi des victimes, de leurs proches, ainsi que la formation des actrices du système judiciaire. Et les hommes alors ? Eux qui ne remettent pas vraiment en question leur comportement violent et qui se soutiennent, parfois publiquement mais toujours symboliquement. Comment ne pas tous les mettre dans le même panier ? C'est assez facile de différencier certains hommes de la misogynie structurelle. C'est vrai, qui n'a jamais rencontré d'hommes soi-disant déconstruits, féministes ? Malgré cette soi-disant déconstruction, qui pour moi n'est jamais vraiment terminée, les hommes gardent le pouvoir et ne remettent pas beaucoup en question leurs privilèges. En effet, au sein des luttes féministes, ils auront toujours une position de dominant. Ils auront toujours la possibilité de rejeter les féminismes qu'ils jugent trop extrêmes.
Ils auront toujours la possibilité de nier les points de vue qui ne sont pas les leurs. Ils essaieront toujours de se réapproprier nos luttes et d'universaliser nos vécus. Les hommes ont créé et entretenu la hiérarchie sexuée du monde. La société, les institutions, tout ça, ça tient pas tout seul. Les hommes ont eu leur chance pour œuvrer à l'égalité. Rappelez-vous d'Emmanuel Macron et de l'égalité femmes-hommes comme grande cause du quinquennat. Beaucoup de discours, peu d'actes, et les femmes sont toujours violentées, tuées. Et c'est cette déception qui conduit aussi à la misandrie. Ainsi, les hommes sont le problème, mais également une partie de la solution. En effet, les hommes doivent lutter activement contre le patriarcat. Eux aussi sont des victimes de cette hiérarchie genrée. Ce n'est pas à nous, les femmes, de lutter encore et toujours pour les droits des hommes. Sinon, ça devient une nouvelle injonction. Les hommes doivent donc former leur propre lutte au sein des mouvements féministes, mener leur émancipation et participer à la libération globale. Est-ce que je me sens menacée par la misandrie ? Non. Et non, je me sens pas du tout menacé par ça, rien que par le simple fait que c'est pas un outil d'oppression du tout, en fait. Au contraire, je pense que la misandrie, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses à propos du féminisme et de mes propres comportements. Je disais donc que je me sens pas menacé plus que ça, même si je suis entouré parfois de paroles qui sont hostiles. Et je trouve ça même cool qu'on puisse vanner là-dessus, qu'on puisse faire des vannes misandres et de ça, parce que rien que personnellement, ça m'a aidé à comprendre plein de trucs sur ce que je pouvais faire, les comportements que je pouvais avoir. Et je suis pas seulement un homme, je suis aussi noir. Donc c'est parfois le même ressenti que j'ai lorsqu'on me juge parce que je suis noir, si on me juge uniquement parce que je suis un homme. Il y a forcément une part qui est inconsciente, quelque chose qui tu te sens menacé d'une certaine manière. Je dirais certainement pas que c'est les combats féministes ou la misandrie qui me menacent. Je sais que je suis plutôt la menace dans la société. Et ça, il faut bien en être conscient. Donc, clairement, non, je me sens pas menacé, mais il y a des choses qui touchent. Et ça, en vrai, on peut pas... Ça, je sais pas comment vraiment le déconstruire, parce que c'est tellement profond au fond de soi. Plein de choses que j'avais intériorisées, et qu'on me le dise avec cet humour-là, et parfois même plus violemment, enfin violemment entre guillemets, parce que je sais pas si on peut vraiment parler de violence. Donc la question de est-ce que la misandrie met la masculinité en péril ? Non, mais par contre bien sûr que ça la remet en question. Ma masculinité déjà, il m'est plus difficile de la définir. En tant que mec trans déjà, on est souvent poussé à correspondre à l'archétype du mec cis viril, sexiste, pour compenser entre guillemets le fait d'être trans. Vraiment, je pense que la masculinité, déjà, ne devrait pas exister, en fait, tout simplement. Ce qu'est un homme, ce que sont les valeurs portées par ce que c'est que d'être un homme dans notre société actuellement, je trouve ça hyper dangereux, en fait. Et je pense que la misandrie, ça me rattrape un peu par la veste quand je commence à partir dans une voie de la masculinité qui me convient pas. Quand je vois des gens qui, selon notre société, sont masculins, représentent ce que la société attend d'un homme, clairement, je vais limite dénigrer parce que je vais rattacher cette image des personnes, qu'elles soient volontaires ou non, à justement à une image d'incel ou de macho, voire même de facho. Je pense que la misandrie me permet d'être un meilleur homme et d'avoir une masculinité plutôt affirmée, mais dans d'autres valeurs. Ça m'a aidé à comprendre plein de trucs, à déconstruire plein de trucs, à me comporter mieux et à avoir des rapports qui sont juste bien plus sains, quoi, et c'est trop cool. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. C'est que simplement en étant un homme et ne pas remettre en question tout ça dans notre société actuellement, c'est le cautionner et c'est être une menace justement pour la société et pour les femmes, je le pense. On apprend depuis l'enfance à placer l'opinion des hommes au-dessus de toutes les autres, au détriment de nos propres sentiments, de nos instincts, de nos connaissances aussi. Rejeter les hommes, c'est se choisir soi-même, et choisir les femmes qui nous entourent, qui nous rendent notre affection, qui nous soutiennent. C'est ce qu'écrit Pauline Armange dans le numéro 17 de la Revue du Crieur, et je crois que c'est une excellente façon de conclure cet épisode. Je pense sincèrement que la misandrie, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est un premier pas vers la sororité. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes n'apprécient pas les femmes qui se revendiquent misandres. Inconsciemment, ils le savent, des femmes misandres, ce sont des femmes qui se désintéressent d'eux. Enfin, l'utilisation et la redéfinition de la misandrie par certaines féministes permet de se réapproprier un stigmate. Comme dans le milieu queer, une insulte passée devient une fierté présente. Dans le contexte actuel, la comparaison entre misogynie et misandrie, elle est donc pas pertinente. Ce parallèle, il revient à dire que la société, elle serait déjà égalitaire, masquant les ressorts sociaux de la domination masculine. Parce que non, la misandrie n'est pas une violence systémique, alors que la misogynie, oui. De plus,
Ce rapprochement, il dépolitise la misandrie. Également, et suivant cette logique de deux blocs distincts, il est possible de rapprocher les rapports hommes-femmes de rapports de classe, avec une classe dominée et une classe dominante. Je vous laisse deviner qui est qui. Ce que je veux dire par là, c'est que le genre est un des facteurs qui structurent nos privilèges et notre point de vue du monde. Finalement, la misandrie n'est qu'une réaction à la violence systémique d'une société pensée et construite par et pour les hommes. C'est un peu une haine-réponse face à l'oppresseur. C'est une arme légitime qui doit être contextualisée et qui, d'une certaine façon, est une manière d'éloigner les hommes potentiellement violents de nos vies déjà abîmées. Pour répondre aux violences genrées systémiques qu'on vient d'énoncer, les féminismes, ils doivent porter le projet d'une société affranchie des déterminations sexuées et genrées. Ce projet, profondément politique, il passe, selon moi, par la misandrie. Être misandre, c'est s'émanciper des attentes de la société et donc des attentes des hommes. Être misandre, c'est privilégier la sororité, privilégier les femmes plutôt que de chercher à rassurer les hommes. Être misandre, c'est cultiver de la joie, de l'amour pour les femmes, de l'amour pour soi-même. Être misandre, c'est résister aux diktats culturels qui minorent et silencient les créations non masculines. Être misandre, c'est choisir celles qu'on a longtemps collectivement préféré oublier, ignorer. En d'autres mots, être misandre, ce n'est pas vouloir une guerre des sexes. Être misandre, c'est s'opposer à la domination masculine qui gangrène tous les domaines de l'existence. Être misandre, c'est lutter pour une libération totale et nécessaire. Et je n'aurai plus besoin d'haïr les hommes lorsque ceux-ci ne violenteront plus mes sœurs. Je n'aurai plus besoin d'haïr les hommes lorsque la société, lorsque le système tout entier se chargera de punir et de décourager les hommes violents. Je n'aurai plus besoin d'haïr les hommes lorsque mes sœurs, toutes mes sœurs, seront protégées. Je n'aurai plus besoin d'haïr les hommes lorsque nous, les femmes, n'aurons plus à nous charger de notre propre sécurité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors je soutiens les femmes et protège mes sœurs. C'est pour ça que je suis féministe, que je suis misandre et que j'en suis très fière. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a permis de penser la misandrie. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode si c'est le cas. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous!